12 décembre 2025, chers téléspectateurs d'African TV et de Gandhi Malian TV, recevez nos salutations une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler de ce qui se passe au Bénin, au Nigeria, au Burkina, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et pour l'occasion, nous avons invité deux de nos experts maison. Ils ont à vous passer leur bonjour. Professeur Touré. Bonjour Gérard Issa, bonjour Gandhi Malien et African TV, bonjour à l'honorable Château Haïdara, bonjour à Fatou Doucouré qui nous suit et bonjour à mon co-débatteur Koulibaly avec qui on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Doyen, bonjour. Bonjour Jawara, bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV et de African TV. Bonjour à mon co-débatteur, bonjour à Dr Traoré, mon neveu qui n'est pas là aujourd'hui, empêché, et à ma grande Fatou Doucouré, notre co-panéliste. Ah, ok. Notre co-panéliste Fatou Doucouré, vous êtes salué. Doyen, au Bénin, nous avons entendu beaucoup de choses, mais nous avons besoin de votre analyse là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin, ou qu'est-ce qui se passe au Bénin, ou qu'est-ce qui pourrait se passer au Bénin, peu importe. Le public a vraiment besoin d'avoir le point de vue du doyen de ce qui s'est passé au Bénin. Bon, comme souvent dans tous les événements qui intéressent tant l'Afrique que les pays hors Afrique, il y a toujours une guerre informationnelle. Certains disent qu'il y a eu coup d'État, d'autres disent non, le coup d'État n'est pas consommé. Il y a une période d'incertitude qui commande à chacun d'être prudent. Parce que c'est un moment où un coup d'État qui est en train de réussir peut être renversé. Ah oui. Si c'est vraiment le cas parfois. Donc l'information en cette période est très, 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 très difficile à appréhender. Mais en tout état de cause, je crois qu'avec le recul, le coup d'État a échoué. Mais ce qu'il y a lieu de retenir de ce coup d'État, c'est deux ou trois choses. La première, c'est que Patrice Talon, qui croyait avoir en main toutes les cartes au Bénin, se rend compte qu'il n'avait pas les cartes en main et que la grogne a monté, a changé même de caractère parce que ça devient un peu violent quand c'est l'armée qui s'implique. Ensuite, il y a beaucoup de narratifs de l'AES, notamment du général Tchani et du président capitaine Ibrahim Traoré, qui ont accusé le Bénin d'héberger non seulement des terroristes, mais aussi une frange de l'armée française, avec des bases. Et chose qu'il a toujours niée, mais le coup d'État a servi à révéler ce pan de la question, que l'AES avait bel et bien raison, qu'il y avait des terroristes qui essaiment dans le parc du Houé, oui. Et puis une présence de l'armée française. La troisième leçon qu'il faut tirer, c'est que Patrice Talon n'a pas pu s'en tirer seul. Il a fallu l'intervention du Nigeria, mais sous couvert de la CEDEAO. Quand la CEDEAO dit qu'il y a un contingent de la force en attente de la CEDEAO, tout le monde sait qu'il n'y a aucune force en attente. C'est l'armée nigérienne. C'est a priori, je dis bien a priori, c'est l'armée nigérienne qui a envoyé des avions pour bombarder. Ce qui est un fait très grave, mais sous le couvert, sous le sceau d'abord de la CEDEAO. Et après la CEDEAO se cache la France. C'est toujours comme cela. Parce que je vois mal que la Côte d'Ivoire, les éléments de la Côte d'Ivoire, les éléments de Sierra Leone, les éléments du Ghana, les éléments du Niger, tout de suite se réunissent, décident d'exploiter s'il n'y a pas quelque chose qui est préparé à l'avance. Or, la force en attente, tout le monde le sait, comme je l'ai dit, c'est un bluff. Ça n'existe pas. Une fois encore, transparaît la main de la France derrière toutes ces manigances. Et ils sont en train de creuser davantage le fossé qui les éloigne du peuple africain. Parce que cette intervention de l'AES ou de la France sous couvert de l'AES, personne n'est dupe. Les Béninois ne sont pas dupes. Ils savent désormais
qu'ils sont entre les mains de la France et c'est la France qui a intervenu. Et là, ils creusent davantage le fossé parce qu'ils donnent la raison aux pays de l'AES qui se sont débarrassés de ces armées-là. Et la preuve, c'est que même quand le capitaine, c'était Patrice, non Tigré. Lieutenant-colonel. Le lieutenant-colonel Tigré. Pascal Tigré. Voilà, Pascal Tigré, quand il a disparu, il y a certains militaires qui ont repris le flambeau et qui ont dénoncé la présence non seulement des djihadistes dans ces contrées, mais aussi de l'armée française en collusion avec Patrice Talon. Et donc, il y a un malaise. À tout le moins, on peut dire qu'il y a un malaise au Bénin sur la gestion de Patrice Talon. Maintenant, ça, c'est les quelques leçons que l'on peut tirer. Et aujourd'hui, j'en profite pour voir les turiféraires de la démocratie. Un des Maliens qui était là, qui est parti en Côte d'Ivoire, qui a sorti une solution qui consiste à dire qu'il faut mettre fin au coup d'État constitutionnel. Et il a décrit tout un système. Dans l'absolu, ce qu'il dit, dans le relatif, ce qu'il dit, c'est vrai, mais il vient de reconnaître que c'est le dévoiement des règles internes de la démocratie qui est la principale cause du fait que les coups d'État ont lieu. Ceux qui viennent au pouvoir par la démocratie changent les règles du jeu alors qu'ils sont là et les utilisent contre l'opposition, contre l'ouverture, contre la bonne gouvernance. Et c'est ce qui amène le coup d'État. Aujourd'hui, que lui, il fasse ça, c'est déjà reconnaître qu'effectivement, le dévoiement des règles de la démocratie est un problème qu'il faut résoudre, sans quoi les coups d'État ne vont pas s'arrêter. J'en suis fort aise, mais aussi les solutions qu'il a données prouvent que la démocratie n'est pas totalement la panacée. Pourquoi ? Parce qu'il prend des solutions qui gisent dans une organisation supranationale, la CEDEAO, pour pouvoir endiguer les coups d'État dans les pays de l'Afrique de la CEDEAO. On fait recours à la CEDEAO elle-même, pas à la constitution du pays en tant que telle, pas à la démocratie du pays en tant que telle, mais on sort de là. Et là, c'est aller encore donner plus de moyens à la CEDEAO pour peu que cette CEDEAO continue à être au service de pays étrangers. Et là, c'est encore plus dangereux. C'est juste une parenthèse que j'ajoute, peut-être qui n'était pas utile, je ne sais pas. Ok. Professeur Touré, le doyen a été tellement explicite. Peut-être vous avez d'autres éléments complémentaires. En attendant, peut-être qu'il lui aussi revienne là-dessus un peu. Ok. Merci bien. Effectivement, Koulibaly a donné beaucoup d'éléments d'information. Mais qu'à cela ne tienne, je vais quand même donner un peu la superficie parce qu'il faut rappeler aussi les espaces. Le Bénin n'a que 114 760 km². Donc on a 2 fois la région de Tombouctou comme pays Bénin. La région de Tombouctou fait 2 fois le Bénin. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, essayer de joindre ce qui s'est passé au Bénin et la maîtrise de l'espace, ça veut dire que les Béninois, ils doivent plutôt aujourd'hui s'asseoir, se regarder dans un miroir et s'autocritiquer. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire que ça ne va pas parce qu'un président qui est désavoué par son armée, qui est désavoué par son peuple, aujourd'hui qui est en fait un préfet de la France au Bénin, parce que c'est l'armée française qui est venue le sauver, parce que ni la population, parce que Koulibaly l'a dit, lui il a fait un coup d'État constitutionnel, parce qu'il a essayé d'éliminer d'éloigner tous ses opposants, et que ce soit lui seul, son parti et celui qu'il veut de l'opposition créer, parce que lui-même il se crée son opposition, comme on l'avait vu un peu en Guinée-Bissau, mais un peu différemment. Donc, il est en train de préparer lui-même son successeur. Donc, voilà des choses qui mettent mal à l'aise le peuple, qui mettent mal à l'aise l'armée, qui a la vocation de veiller à l'application des lois. Parce que l'armée est là pour épauler la justice. En cas de violation de la constitution, des lois du pays, l'armée auprès de la justice, parce que la plus grande justice, c'est la justice du peuple. Ils peuvent être là
pour essayer de rétablir un certain nombre d'ordres. Donc on a vu que le Bénin, avec Patrice Talon, n'est plus au Béninois. Le Bénin, c'est fini, il n'appartient plus. D'ailleurs, aujourd'hui, moi je crois que cette tentative de coup d'État a été même une chance pour la population du Bénin à comprendre exactement quel est leur niveau d'appartenance des terres du Bénin aux Béninois. Parce qu'il faut rappeler que le Bénin est une terre très fertile. Et aujourd'hui, ces Occidentaux, la France, a besoin de ces terres fertiles pour beaucoup de choses, pour beaucoup de besoins de leur population. Ils ne viennent pas chez nous par plaisir. Ils viennent chez nous parce qu'il y a des choses à exploiter. Et aujourd'hui, que Patrice Talon soit au pouvoir, ce n'est pas par la volonté du peuple béninois, ce n'est pas par la volonté de l'armée béninoise, parce que la majorité de l'armée béninoise n'est pas avec Patrice Talon. Mais par insuffisance de moyens militaires pour faire face à ceux-là qui sont en train de protéger Patrice Talon, ils ont pu quand même échouer sur le terrain, mais sur le plan mental, le coup d'État reste. Parce que la population aujourd'hui, certainement, est en train de voir par quels moyens il faut s'organiser. Et aujourd'hui, ce qui peut réussir pour le Bénin, ça va être difficile, comme il l'a dit, comme Coulibaly l'a dit, par l'armée, mais c'est la société civile qui doit s'organiser pour dégager Patrice Talon et remettre le Bénin aux Béninois. Sinon, si Patrice Talon reste et qu'il organise des élections, celui qui va venir après lui, sa garde rapprochée, ça serait la France. Et par ailleurs, ils vont être je ne sais pas combien de provinces de la France en Afrique. Oui, doyen. En tout état de cause, ça prouve que pratiquement une petite intervention du Nigeria et de quelques avions qui mettent en déroute une armée, ça prouve que l'armée n'est pas bien équipée. On ne peut pas trop compter sur cette armée. Ça, c'est aussi l'un des aléas que cette tentative de coup d'État a démontré. Surtout qu'ils parlaient des 13 hommes au début, mais ensuite ils ont parlé des 200 éléments. 200 éléments. Si c'était seulement 200 éléments, je me demande comment 200 éléments peuvent mettre en déroute une armée de plus de milliers de personnes jusqu'à solliciter l'intervention étrangère. Ouais. Simple fait de dire d'abord que c'est 13 éléments, ensuite que c'est 200 éléments, ça prouve qu'eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Voilà. Ok. Mais doyen, avec votre expérience, un président qui doit dorénavant sa présidence à l'intervention du président de notre pays, Emmanuel Macron, et à d'autres présidents, un président qui risque de substituer la colonne vertébrale de son armée par des armées étrangères, est-ce qu'il pourrait diriger à l'Est? Que ce soit lui, que ce soit celui qui l'a préparé pour lui succéder, ils ont créé un précédent fâcheux. Désormais, je pense que ceux des Béninois qui pensaient encore, qui lui apportaient quelques crédits, ne le suivront plus. Mais ensuite, cela va indiquer une chose, comme il l'a dit, le Bénin n'est plus pour les Béninois. Comme on dit en Bambara, Macron ya ka karasouma. Ça veut dire que collaborer aujourd'hui avec Macron, c'est un risque. C'est 2 fois plus de risque que si on se limitait à soi-même. Ok. Professeur Touré, toujours peut-être dans ce même contexte, mais on change légèrement un peu de thème. Nous avons vu un avion militaire du Nigeria qui atterrit ou bien qui s'était perdu au Burkina, ou en tout cas certaines déclarations parlent d'un avion qui était peut-être en difficulté. En tout cas, cet avion s'est retrouvé au Burkina Faso. Et puis les 3 pays de l'AES ont communiqué à la fois. Et il y a eu beaucoup de versions. C'est-à-dire la version avancée par les 3 pays de l'Est et puis une autre version avancée par le Nigeria et ses sponsors. Finalement, votre lecture? Ok, merci. Moi, ma lecture, c'est à 2 niveaux, pour 2 hypothèses. D'abord, la France qui a intervenu au Bénin et qui a demandé à la force d'attente de la CEDEAO de venir, sachant qu'il n'y a pas de force, et que le Nigeria peut-être peut être le pays qui a aujourd'hui beaucoup plus de moyens militaires à pouvoir intervenir rapidement au nom de la CEDEAO, va le faire, mais par quels moyens? Est-ce que le Nigeria même dispose des moyens militaires suffisants pour aller combattre l'armée béninoise, malgré que c'est une armée sous-équipée, pour combattre l'armée béninoise sur son territoire?
Ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me dis, dans une première hypothèse, il faut faire semblant comme si c'est une armée forte qui est en train d'intervenir, une armée de la CEDEAO en attente qui est en train d'intervenir. Sinon qu'en regardant la position géographique du Nigeria, du Bénin et du Burkina, on se demande qu'est-ce qu'un avion, surtout que les avions militaires en général sont programmés, vient faire au Burkina. Ils disent que c'était à destination du Portugal. Oui, ça ce sont des termes qu'ils utilisent pour essayer de faire perdre. Parce que je me dis, voilà l'élément, l'autre hypothèse dont je dis. C'est-à-dire essayer de mettre un débat dans un autre débat pour faire oublier aux gens ce que la France est en train de faire au Bénin. L'agression française. L'agression française. En fait, ils savent qu'aujourd'hui, les pays de l'AES sont très communicatifs. Et ils ont des gens qui communiquent un peu partout. Il faut faire dévier ces gens-là à s'intéresser plutôt au Nigeria, à la CEDEAO, à l'intervention, à un avion dans l'espace CEDEAO, dans l'espace AES, pour oublier le Nigeria. Donc moi, ça c'est la première hypothèse que je dégage et que je vois. En tout cas, c'est essayer de faire détourner l'attention du leadership africain par la communication de l'AES vers le Nigeria qui a fait passer un de ses avions militaires dans l'espace AES. L'autre élément, c'est que je me dis, ceux-ci sont en train de voir, est-ce que ce qui se dit réellement dans l'espace aérien de l'AES est une réalité en termes de puissance? Est-ce que si un avion se perd dans cet espace, vient dans cet espace, est-ce que les pays de l'AES ont les moyens de l'obliger à descendre ou est-ce qu'ils ont vraiment tout ce dispositif-là pour voir est-ce qu'on peut préparer la CEDEAO à vouloir s'attaquer aux pays de l'AES pour que la France puisse profiter et intervenir. Donc, c'est ça la seconde hypothèse que je vois. Sinon, je ne vois en aucunement pas, connaissant les principes et les règles qui régissent aujourd'hui la circulation au niveau des espaces aériens, comment est-ce qu'un grand pays comme le Nigeria, qui n'a pas commencé aujourd'hui à faire voler des avions, puisse se retrouver dans un espace sans autorisation de vol, sans autorisation de traversée, et à destination d'un autre pays européen, alors que c'est un avion militaire, et sachant que même une personne est militaire, physiquement pour aller dans un autre pays, doit faire des déclarations. Parce que si on découvre que tu es un militaire importeur, en tout cas d'un pays, d'un autre pays chez soi, ça peut causer tous les problèmes du monde, à plus forte raison un avion qui est susceptible de bombarder et de faire du massacre. Donc moi je le mets dans ces deux hypothèses. D'abord, faire détourner l'attention des communautés africaines à travers les communications de l'AES sur l'intervention de la France au Bénin. Et ensuite essayer de tester jusqu'à quel niveau se trouve la sécurité aérienne de l'espace AES. Ok. Donc, essayer de détourner le débat sur cette agression française en Afrique. On nous demande pourquoi de tous les pays européens, c'est la France seulement qui intervient au Bénin. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Béninois ou si c'est pour l'intérêt des Français? Doyen, nous revenons vers vous. Cet avion du Nigeria au Bénin, tout le monde, en tout cas, il y a eu beaucoup de narratifs, beaucoup de versions. Mais la version qui vous semble la plus plausible, c'est laquelle? Bon, je voudrais juste revenir un peu en arrière sur la tentative de coup d'État au Bénin, qui a eu des incidences sur le Nigeria lui-même. Aujourd'hui, le président Tinubu se trouve en conflit avec son Parlement, qui l'accuse d'avoir réagi sans l'autorisation du Parlement. Et voilà des parlementaires qui s'assument. Oui. Aujourd'hui, il y a ce conflit-là, là-bas. Surtout que le Nigeria est un État fédéral. C'est un État fédéral. Aujourd'hui, ils sont en conflit. Ils en veulent à leur président d'avoir réagi sans leur accord. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la question qui vient naturellement à l'esprit de tout le monde, mais le Nigeria est en but avec les terroristes depuis plus de 10 ans. Oui. Plus anciennement qu'avec plus de 15 ans. Et ils n'arrivent pas à circonscrire et à mettre fin à ce terrorisme. Tous les jours, c'est des problèmes. Et c'est ce pays, la Nigeria, qui prétend aller agir dans un autre pays, alors que ça brûle tous les jours chez lui-même. Et ça, c'est...
au vu de la population, ça c'est une chose qui ne passe pas. C'est une trahison. C'est une trahison, parce que chez nous, nous avons des problèmes. Même l'autre jour, il y a des tas de gens qui ont quitté le sud ou le nord du pays, qui sont partis dans d'autres pays à cause de ce terrorisme. Et c'est au moment que vous choisissez pour aller intervenir dans notre pays. Si vous avez tant de moyens que ça, pourquoi vous n'intervenez pas ici pour régler le problème? Et donc, ça, c'est les conséquences des événements du Bénin sur le Nigeria lui-même. En ce qui concerne l'avion, il y a 2 à 3 choses qu'il faut avoir à l'esprit. Nous sommes dans une confédération. Le Mali, le Burkina et le Niger, nous sommes dans une confédération qui repose sur 3 piliers. La défense, une défense commune, une diplomatie commune, un développement commun, des projets structurants communs pour développer nos pays. Ça, c'est les 3 principes. Et donc, dans ce cas-là, s'attaquer à un de ces pays, c'est s'attaquer à tout le dispositif. Et d'ailleurs, nous avons une armée commune qui a été mise en place. FIAS. Et voilà. Et donc, maintenant, le contexte dans lequel est intervenue cette violation, c'est que cette violation est intervenue au moment où le coup d'État était pratiquement encore en cours. Ça n'était pas, on n'était pas sûr que ce soit fini. Et donc, c'est en ce moment qu'un avion d'un protagoniste, c'est-à-dire en l'occurrence le Nigeria, qui a intervenu sur ce théâtre, qui vient violer l'espace aérien d'un des pays de l'AES. Et ça ouvre deux situations. Est-ce réellement, puisqu'ils ont, et plus comme ils l'ont évoqué, est-ce que c'est un incident qui les a obligés à atterrir là-bas, ou est-ce que c'est un test? Voilà les 2 hypothèses. Mais en tout état de cause, gouverner, c'est prévoir. Oui. Devant ces 2 hypothèses, les autorités de la Confédération ont choisi le test. Si ce n'est pas ça, c'est tant mieux. Mais si c'est ça, on aura réagi de façon musclée et préventive. Ah, ok. Bon, donc, ils ont choisi, et dans cette réaction, si c'est un test, ce test, il fallait venir dans un contexte qui n'était pas prévu. Parce que dans les règles du protocole international, de l'aviation internationale, pour aller dans un pays, même quand on est en détresse, il faut avertir le pays. Oui. Et ils ne l'ont pas fait. Premièrement. Deuxièmement, ils circulaient dans un couloir de surveillance aussi du Burkina Faso. Ensuite, et donc, la réaction qu'il fallait faire, c'était déjà pour ceux qui sont au radar, avertir les autorités en fournissant le plus d'éléments possible pour leur permettre de prendre vite une décision. Et donc, ces éléments, c'était de constater un certain nombre de choses et de faire remonter. Mais ensuite, les éléments, ceux qui sont l'aviation à terre, l'armée à terre, devait, devant la situation qu'il y a, prendre des dispositions pour l'atterrissage de l'avion, pour sécuriser les alentours de l'avion, pour prendre des dispositions pour s'assurer de tous les éléments qui sont dans l'avion. C'est-à-dire les pilotes et les personnes qui sont dans l'avion. Et même si c'était du matériel et si c'était une attaque, ils devaient être prêts à affronter cette invasion. Donc, il fallait prendre toutes ces dispositions. Mais ensuite, il fallait faire remonter ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réagi activement, en dehors du protocole habituel, parce que le protocole habituel ne prévoyait pas qu'on puisse violer de cette façon. Donc leur réactivité est venue bien à propos pour cerner les choses. Ensuite, il fallait, lorsqu'on s'assure des gens qui sont dans l'hélicoptère, dans l'aéronef, il fallait aussi prendre les registres de bord pour voir quelles sont les directions, qu'est-ce qui est arrivé. Ensuite, vérifier l'appareil. Ensuite, poser des questions aux pilotes pour savoir qu'est-ce qui les a amenés là. Pourquoi ils n'ont pas averti, pourquoi ils n'ont pas respecté le protocole. Tout ceci devait être fait en un temps très réduit. Et ceux qui les ont envoyés, si c'était un test, ils ont compris que l'AES,
c'est une organisation qui a une défense commune. Et il n'y a rien à faire. Quand tu touches une partie d'un pays, c'est tout de la confédération, c'est toute la confédération qui réagit. Ça, c'est plus sur le plan du pilier de la défense. Maintenant, sur le pilier de la diplomatie, dans le même jour, il y a eu un communiqué conjoint de tous les chefs d'État, signé par le président de la Confédération, pour dénoncer et prendre des mesures et dire que désormais, tout aéronef qui va violer, il n'y aura pas de sommation. Il faut l'abattre. Et donc, cette réactivité qui s'applique à tous ces pays montre à suffisance qu'on a effectivement une diplomatie commune. Donc, ce qu'on peut dire, la réaction du Burkina, du Mali et du Niger a été à la hauteur. Et va laisser les autres vont effectivement penser que ce qu'on voulait leur faire savoir, c'est que l'AES est prête à tout moment donné pour toute attaque venant de qui que ce soit. Et je crois que sur le plan de la défense commune, c'était quelque chose qui était extrêmement important à faire savoir à tous. Maintenant, les constats. L'avion, ce que les radars et les enquêteurs ont constaté, l'avion a franchi la frontière et est entré au Burkina sur 32 km, sans jamais avertir. Or, le protocole veut que dès lors qu'on est en problème et qu'on veut rentrer, on doit aviser la tour pour dire nous avons des défaillances techniques, nous voulons atterrir sur ce qu'ils n'ont pas fait. Il fallait s'assurer du plan de vol pour savoir où est-ce qu'ils voulaient partir ou bien d'où est-ce qu'ils venaient. Ensuite, ils ont passé 11 minutes sans contact. Les répondeurs ne répondaient pas. 11 minutes sans contact après avoir pénétré sur le territoire. Et selon les enquêtes qui ont été faites, ils disent que l'avion a commencé à perdre de sa puissance 3 minutes avant qu'eux ils disent qu'ils sont en détresse. Donc moi, le débat pour savoir qui dit la vérité, est-ce que l'avion a été contraint de descendre ou est-ce que l'avion a déclaré qu'il y avait une panne et qu'il voulait atterrir? Je crois que si tu prends le communiqué du président de la Confédération lui-même, ce communiqué parle que l'aéronef a été contraint de descendre. Oui. Mais contraint, est-ce que c'est une contrainte opérée par l'armée de l'AES ou est-ce que c'est une contrainte due à une défaillance technique? Cela n'a pas été donné. Et donc, ce qui a principalement, qui peut tirer bénéfice si c'était une contrainte opérée par l'armée, une armée d'un des pays de l'AES, c'est l'AES qui trouvait. Mais si on ne le dit pas, on laisse flotter le flou. Et ça, moi je peux mettre ça en rapport avec la tranquillisation de la population de l'AES, parce que les gens ne manqueront pas de se poser la question. Nous disons que nous avons des radars très performants. Comment se fait-il que cet avion ait pu pénétrer sur 32 km sans que les radars aient pu le repérer? Mais pour un avion, 32 km, c'est pas beaucoup quand même. Ça ne doit pas arriver, parce qu'un avion qui passe même à côté radar, ce n'est pas simplement, ça ne se limite pas chez nous, ça va au-delà de nos frontières. Oui, effectivement. Voilà, et donc, ça pose un problème, ça risque d'éroder la confiance de la population dans ce qui est dit de l'armée qui peut sécuriser l'espace aérien. Et donc, à l'absence de tout ça, moi j'ai dit que le fait est là, on s'attache à ce qui est factuel. Ce qui est vrai, c'est que l'avion a été obligé d'atterrir, que ce soit par suite de défaillance technique ou... Mais en tout cas, ce qui est aussi vrai, c'est la réactivité de l'AES qui donne la preuve de sa solidité sur le plan défensif et sur le plan diplomatique. Ok. Professeur Touré, certaines informations qui nous parviennent ont fait savoir peut-être que certains d'entre eux auraient été libérés. Nous mettons tout au conditionnel. Nous n'avons pas la certitude. Mais si cela est le cas, ça ne va pas changer notre perception là-dessus.
Libérer... Les membres d'équipage, les 9 militaires. Oui, bon, je crois que Koulibaly l'a dit, il y a aussi la guerre communicationnelle. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on veut vraiment tout faire pour faire disparaître cette faiblesse de l'intervention éventuelle de la CEDEAO au niveau de l'espace AES ou auprès des États. Ma question faisait référence surtout à quoi? C'est-à-dire ces dossiers-là. On a vu les 3 pays réagir ensemble, surtout le communiqué signé du président de la Confédération, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui. Est-ce c'est un dossier qui est géré, qui doit être géré aujourd'hui au niveau du Burkina ou ça doit être géré carrément au niveau confédéral? Parce que je vois de plus en plus le Nigeria parler d'une discussion avec le Burkina, parce que nous autres, nous devons conseiller aussi pour que ce ne soit pas un piège pour mettre un peu en difficulté collaboration entre pays de l'Est. Est-ce que ce n'est pas un dossier qui doit être géré au niveau confédéral? Oui, j'allais justement venir vers ça, parce que ce n'est plus un problème du Burkina, c'est un problème de l'AES. Parce que la déclaration a été signée par le président de la Confédération. Et si aujourd'hui le Nigeria se trouve obligé de respecter même le Burkina en voulant même entreprendre des négociations avec eux, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là et qui sont prêts à se tenir auprès du Burkina. Et je crois que ça va être une erreur très grave et je suis sûr que le Burkina ne le fera pas. C'est toujours dans leur système de communication à amener une division entre les pays de l'AES parce qu'ils vont tenter à aller vers ça. En obtenant ça, ils vont essayer de dire qu'il y a des discussions engagées ou que le Burkina a libéré certains. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Et je sais que le capitaine qui est à la tête du Burkina, il est très intelligent pour ne pas tomber dans le piège du Nigeria. Parce que nous disons le Nigeria, mais en réalité, c'est un piège de la France. Ouais. C'est une façon pour eux de s'introduire et de créer une division. À partir du moment où ce n'est pas le Burkina seul qui a fait l'annonce et que c'est l'espace, c'est au niveau de la Confédération que ça a été fait, ce problème sera géré par les 3 pays. Parce que c'est une défense commune. Parce qu'au niveau de l'AES, il y a 2 éléments jusqu'à 3 qui aujourd'hui sont formels dans la gestion de l'espace de l'AES. Il s'agit de la défense, il s'agit de la diplomatie et de l'infrastructure. Ces 3 éléments-là, ce sont des éléments sur lesquels les 3 présidents de l'AES sont formels et les 3 pays doivent travailler ensemble. Parce que c'est ce qui va créer d'abord cet espace-là. Et je sais que le Burkina ne prendra jamais ce risque d'aller négocier ou discuter avec le Nigeria sans passer par les autres pays. Et je sais que ce dossier sera mis sur la table de l'AES. Et c'est à l'AES de décider de ce qui doit se faire parce que c'est l'espace AES. Ce n'est pas l'espace du Burkina qui a été violé. C'est l'espace de l'AES parce qu'il y a déjà des conventions à ce niveau qui créent une défense commune entre ces 3 États où chacun doit intervenir chez l'autre en cas de difficulté parce que c'est un processus déjà acté. Donc je crois que tout ce qui s'est dit, en tout cas sur les réseaux sociaux, peuvent être juste des petits moments de diversion ou encore chercher à choper un peu l'esprit des 3 pays, à pousser peut-être les communicateurs du Mali et du Niger à commencer à taper sur le Burkina et que ceux-ci commencent à s'opposer. Je crois qu'il n'y a rien de vrai de tout ça. Mais rien de vrai de... Doyen, nous retournons vers vous. La France a parlé d'opérations de surveillance, d'observation et de soutien logistique à ce que, selon l'agence française, le Nigeria a eu à faire au Bénin. Mais un officier supérieur du Bénin, très proche de Patrice Talon, parle de l'intervention des forces spéciales de l'armée française au Bénin. Le fait de revendiquer ouvertement une participation de la France à une opération militaire en territoire africain sans même passer par le Conseil de sécurité de l'ONU, quelles sont les implications possibles, les conséquences? Ils ont passé ça sous la natte. En réalité, ils se sont cachés derrière la CEDEAO. Ouvertement, la France soutient qu'elle a demandé à la CEDEAO d'intervenir. Mais la CEDEAO n'a pas la force. Et je pense qu'en réalité, il a dû demander au président nigérien qui a intervenu au nom de la CEDEAO, mais sous l'impulsion de la France. Et donc, à ce titre-là, on ne peut pas demander à la France de passer par le Conseil de sécurité.
Non, c'est les pays africains qui auraient agi escalité. Mais ça suppose qu'au moins la CEDEAO devait adresser une correspondance à la France pour demander peut-être un soutien logistique, un soutien en matière de surveillance, mais il n'y a pas eu cette demande de la CEDEAO envers la France explicitement. Il n'y a pas eu de demande adressée à l'Assemblée nigériane, à plus forte raison comment est-ce qu'on appelle ? À la France. À la CEDEAO. Au Conseil de sécurité. Oui. Et donc, c'est tout dire. Mais pour ce qui concerne la question que vous lui avez posée, il y a le principe de la délégation de pouvoir. Le fait a eu lieu au Burkina. La CEDEAO a pris une position commune. L'AES a pris une position commune. Et je suis sûr que les autorités sont en contact pour régler ce problème. Mais ce que je sais par ailleurs, les autorités ont agi de façon très équilibrée pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Au moment où nous sommes, ce n'était pas le moment d'activer inutilement des confrontations. Et donc, ils ont traité de façon très professionnelle ce problème-là. Si jamais ils se rendent compte, après les enquêtes, qu'effectivement, il s'agissait d'une déviation, malgré les manquements au protocole, on peut concéder qu'ils puissent relâcher les pilotes et les militaires qui étaient là-dedans. Mais l'effet recherché par les autorités de l'AES, c'est déjà la réactivité et prouver aux autres qu'on est sur notre garde et qu'on peut réagir à tout le monde. Et donc, je crois qu'il faut minimiser ce point-là. Moi-même, j'ai vu sur les réseaux qu'ils ont été libérés, mais je ne crois pas trop, même si cela était, c'est en connivence, en concordance avec toutes les autorités, et surtout avec le président de l'AES, de la Confédération de l'AES. Ok. Merci beaucoup, professeur Touré. La France qui revendique ouvertement, j'ai dit bien ouvertement, sa participation à l'opération militaire au Bénin. Je ne sais pas pourquoi la France. On est toujours dans le néocolonialisme. Oui, en fait, la France, général, depuis qu'ils ont quitté l'Afrique, ils ont pris les dispositions pour des cas comme ça. C'est pourquoi il est important que les peuples africains essayent de voir dans les tiroirs ceux qui sont cachés et que nous ne connaissons pas. Parce que si, dans certaines situations, la France décide ouvertement de signifier son implication, après avoir demandé à la CEDEAO d'intervenir et de venir en appui à la CEDEAO, je suis sûr, il y a bien des textes qui les garantissent. Mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, c'est pour nous dire qu'il faut comprendre qu'en réalité, nos États ou nos chefs d'État qu'on a aujourd'hui à la tête de nos États sont là pour exercer le pouvoir au nom de la France et des Occidentaux. Sinon, que la France intervenir sans passer par le Conseil de sécurité, et quand on voit le cas de la Libye, ils sont passés par là. Ils sont passés par l'OTAN. Et intervenir sans passer par le Conseil de sécurité ou sans passer par une demande de la CEDEAO auprès de la France à venir l'appuyer pour sauver un de ces États en détresse, je crois que ça pose problème. Mais là où l'autre question se pose, est-ce que même si c'est le cas, il y a des textes qui disent que la CEDEAO peut intervenir lorsque c'est les enfants du même pays qui sont en opposition? Est-ce qu'il y a une intervention militaire prévue en la matière? Parce que la démocratie peut être un objet d'opposition entre le peuple, une opposition, et ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que ça donne à l'organisation de la CEDEAO la capacité d'intervenir militairement sur le territoire? Parce que d'abord, il y a eu la violation de la Constitution par Patrice Talon. Est-ce que, moi je me dis que si intervention il doit y se faire, c'est depuis la violation. Et que la France, qui se réclame pays démocrate, qui se réclame d'une très grande démocratie, doit plutôt dire ouvertement « j'ai intervenu pour sauver la démocratie au Bénin ». Alors que ce n'est pas le cas. Ils ont intervenu pour tuer le peuple béninois qui voulait se débarrasser d'un homme qui a pris en otage le peuple béninois et qui a pris en otage l'armée aujourd'hui par la même occasion. Donc, que la France dise ouvertement, c'est pour dire que la France est aujourd'hui prête à s'attaquer à tous les pays de l'Afrique
et que tous les pays de l'Afrique doivent être en alerte éventuellement à une agression de la France. Une agression, oui, doyen. La réponse à ton objection, c'est que il n'y a pas lieu de demander une quelconque permission au Conseil de sécurité dès lors que c'est le pouvoir en place qui demande une intervention. C'était le cas? C'était le cas. C'est Patrice Talon qui a fait appel à tous ces gens-là. Était-il encore au pouvoir? Non, il était au pouvoir jusqu'à preuve de contraire parce que le coup d'État n'était pas consommé. Et il était au pouvoir parce que c'est lui le président élu. La dernière élection, c'était lui. Et donc, si lui, il a en place, c'est le pouvoir en place qui demande l'intervention de la CEDEAO, de la France et des choses, le Conseil de sécurité n'a aucunement à intervenir dans ça. Oui, mais si le coup d'État n'était pas consommé, ça montre qu'il n'avait pas perdu la main. S'il n'avait pas perdu la main, pourquoi solliciter une intervention étrangère? Ça, c'est un autre aspect du problème. Mais en tout état de cause, il était en difficulté. Et on peut même faire appel pour stabiliser le pays. Même si le coup d'État a échoué, il peut même faire appel à un pays voisin ou à la CEDEAO pour venir l'aider à stabiliser. Je te rappelle qu'en 2012, le Mali a fait appel à la France pour venir intervenir ici parce que nous étions en but avec des terroristes qui avaient pris pratiquement la moitié du pays. Mais le Conseil de sécurité n'a pas eu à dire son mot. Ils sont venus parce qu'un pouvoir, bien que désavoué, était quand même en place. Mais ça, c'était contre le groupe terroriste. Contre le groupe terroriste, mais ça, c'est contre l'armée béninoise. Voilà, les fils du pays. Non, ça, c'est le groupe terroriste, il y avait aussi des fils du pays. Il y avait des rebelles qui étaient... Un terroriste n'est plus un fils du pays. Non, ça c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que dès lors que le pouvoir en place, quel que soit ce qu'on voit, c'est ce pouvoir-là qui est élu et qui est en place, il n'est pas à la fin de son mandat. Ce pouvoir peut faire appel à un autre pays pour intervenir chez lui et sans que le Conseil de sécurité trouve à redire. Ok. Professeur Touré, quand nous suivons les discours, parce que vraiment il faut ouvrir cette petite parenthèse, les discours du lieutenant-colonel Pascal Tigri, ils ont laissé attendre que Patrice Talon, c'était vraiment une dictature, le pays, il n'y avait plus de pays presque, et puis ça ne pouvait pas continuer. Or, nous savons que dans tous les pays du monde, l'armée, c'est presque le dernier rempart pour les pays qui ont des armées. Au Mali, nous avons vu comment l'armée est intervenue pour sauver ce qu'on pouvait sauver du pays. En Égypte, c'était le cas. Un peu partout, c'est le cas. C'est l'armée béninoise. Et le lieutenant-colonel qui est le patron des forces spéciales du Bénin, en tout cas, c'est un homme qui est dans la légalité du Bénin parce qu'il est nommé, il occupe ses postes. Quand il intervient, et maintenant, il faudrait voir la légalité de son côté ou du côté des militaires français qui viennent bombarder des militaires béninois. Vraiment, c'est un débat un peu flou. Oui, à ce niveau, je crois qu'on est en train d'oublier même la mise en scène de la France au Bénin. Parce que ce qu'ils ont fait en Guinée-Bissau, tout de suite les gens ont compris, ils ont dénoncé. Ils sont toujours dans leur logique de pouvoir créer des situations de confusion. Parce qu'ils savent que l'armée qui peut renverser la situation au Bénin, c'est bien cette force spéciale. Oui. Et depuis que cette force spéciale se prépare à s'attaquer au pouvoir de Patrice Talon, ils sont informés, ils savent. Ils pouvaient en amont empêcher même que l'incidence n'ait lieu. Mais ce n'est pas ça leur objectif. Il faut que Patrice Talon même comprenne, ou en tout cas il est en complicité avec les Français, pour créer cette situation de confusion. La France a tout intérêt d'avoir Patrice Talon très affaibli. Très affaibli. Parce qu'aujourd'hui, l'armée béninoise n'est plus aux côtés. Ou encore que Patrice Talon ne peut plus faire confiance à l'armée béninoise. Parce que d'un côté ou de l'autre, ce sont les fils du pays. Ceux qu'il pense être l'armée régulière auprès de lui, ce sont les frères d'armes qui sont de l'autre côté qu'il pense être en rébellion ou en tout cas en insurrection contre son pouvoir. Donc, la France veut avoir une main mise. La France veut avoir une main mise sur cette crise-là. Et c'est pourquoi ils ont créé toute cette situation. Et quand tu vois ces derniers temps, l'armée française avait accéléré. Beaucoup de ces hommes au Bénin
comme pour dire que cette situation allait arriver. Et ceux-là qui allaient provoquer cette situation, ce serait la force spéciale béninoise, qui certainement ne peut pas être contenue par la garde rapprochée de Patrice Talon. Donc il faut être là pour préparer toute cette scène-là. Et c'est pourquoi l'armée française n'hésitera pas à dire ouvertement que c'est eux qui ont intervenu. Et aujourd'hui, il faut que le Bénin se réveille. Et que Pascal Tigré a joué quand même le jeu d'aller vers cette audace. Et lui-même sachant qu'il y a une forte présence, parce que lui-même il sait, pour accéder à Patrice Talon, il faut marcher sur l'armée française. Lui-même il le sait. L'armée française, les Rwandais. Oui, et les Rwandais. Il a été vraiment courageux, hein? Il a été vraiment courageux. Et moi, je crois que le signal qu'il a voulu donner va au-delà d'un simple militaire qui a voulu s'attaquer au pouvoir de Patrice Talon. C'est un militaire qui, comme tu l'as dit, constitue le dernier répart, veut alerter aussi la population pour leur dire « je vais tenter quelque chose ». Au cas où ça échoue, je vous dirai, c'est à vous de prendre le relais. Et je crois qu'ils ont demandé à la population de sortir et de les appuyer. Parce qu'ils savent que leurs forces militaires, eux, malgré qu'ils soient la force spéciale, ne pourront pas venir à bout de Patrice, qui était un préfet de Macron installé au Bénin, et sachant bien que vers la fin du mandat, il faut créer cette situation-là. Ok. Merci. Doyen, élément de précision, allez-y. Oui. Je crois qu'il faut être pragmatique. Ok, attendez, je vous relance juste. Doyen, Patrice Talon était-il vraiment en détresse et qu'il a appelé l'armée française pour les sauver, ou il avait perdu le pouvoir et que l'armée française est intervenue maintenant pour le remettre au pouvoir? Patrice Talon était en détresse. Il était en difficulté. Il était en difficulté. Et je crois que dans une de ses adresses, il a parlé de mutinerie. Une mutinerie, ça veut dire que ce n'est pas toute l'armée, c'est une frange de l'armée. Oui, c'est ça que ça veut dire. Il a parlé de mutinerie. Deuxièmement, si vous voyez le scénario que les mutins, ceux qui ont tenté de faire le coup d'État, ont mis en place, ils ont mis un dispositif pour prendre tous les chefs de différentes armes. Oui. Ça, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Ils ont pu s'assurer de 2, je crois, mais dont même il y a eu des tirs dans la maison de l'un d'entre eux et sa femme est décédée par la suite. Donc pourquoi ils ont voulu s'assurer de tous ces chefs des armes? Parce qu'il y a différentes armes dans une armée. Ça, c'est pour briser la chaîne de commandement, quand même. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'appui de toutes ces armes. Si vous vous rappelez le Niger, le coup d'État, c'était la garde rapprochée du président. Mais il y a eu un flottement pendant lequel Tchani a été obligé d'appeler les chefs de différentes armes, les chefs d'état-major de différentes armes pour s'entendre après coup. Ça veut dire qu'il ne l'a pas fait avec eux. Et donc, dans la circonstance de ce qui s'est passé au Bénin, ces gens-là ont prévu à l'avance d'arrêter tous les chefs d'état-major des différentes armes. Et même le chef d'état-major général. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas avec lui. Donc, on ne peut pas, même s'il y a une bonne partie, parce que c'est touffu, c'est confus, on ne peut pas dire que toute l'armée était avec eux. Comme on ne peut pas dire qu'une bonne partie n'était pas avec eux. On ne peut pas. Donc, dans la situation, ils ont une partie de l'armée. Quelle est cette proportion? Ça, on ne la connaît pas. Quelle est la proportion qui est restée fidèle à Patrice Talon? On ne sait pas. Donc, dans ça, il faut se méfier de globaliser en disant l'armée a voulu faire. C'est une partie de l'armée. Ok. Merci beaucoup. Professeur Touré, nous avons vu la CEDEAO proclamer l'état d'urgence par rapport à cette situation. Comme tu l'as si bien dit, tout avait été préparé. Tout d'un coup, on dit la CEDEAO prépare l'état d'urgence en Afrique de l'Ouest. Je me dis en tout cas que vous êtes historien géographe. Toute l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie de la CEDEAO. Comment la CEDEAO peut décréter en tout cas cette histoire? Et paradoxalement, les mêmes pays de la CEDEAO préparent la déstabilisation des institutions des pays de l'AES. Ne pas vouloir des coups d'État dans le fameux espace CEDEAO, mais vouloir en fabriquer dans l'espace AES, c'est un peu contradictoire quand même.
Non, la CEDEAO, en fait, c'est un petit instrument d'amusement de la France. Ok. Parce que dire état d'urgence en Afrique de l'Ouest, et l'état d'urgence, ce n'est pas contre le terrorisme qui est en train de ravager les peuples de l'Afrique de l'Ouest. L'état d'urgence, ce n'est pas contre les terroristes qui sont en train d'affamer les populations de l'Afrique de l'Ouest. Et en citant en premier lieu le Nigeria aujourd'hui qui souffre de plus, parce que quand vous allez partir à Gao, vous allez trouver un nombre important de femmes nigérianes qui ont été déportées par Boko Haram, ensuite enceintées et relâchées. Aujourd'hui, ils sont pleins à Gao avec des enfants et qui sont entretenus par le HCR. Donc, ce serait très bizarre que ceci déclare un état d'urgence pour dire parce qu'il y a assez de coups d'État. Et paradoxalement, comme vous l'avez dit, ils souhaitent tous les jours qu'il y ait coup d'État au Burkina, au Niger et au Mali. Moi, ça me paraît vraiment bizarre. Et encore plus, je me dis, est-ce que l'état d'urgence proclamé, c'est en relation avec l'avion qui a tenté de tester un peu l'espace AES? Est-ce que la France n'est pas en train de préparer une attaque contre ces pays de l'AES via le Nigeria et les autres pays de la CEDEAO? Parce que vous ne pouvez pas déclarer état d'urgence au Mali, au Burkina et au Niger qui ne font pas partie de la CEDEAO. Parce que dans leur déclaration de la CEDEAO, ils ont parlé de l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'il y a des États de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas membres de la CEDEAO aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'ils sont en train en tout cas de préparer. Ils sont en train de préparer quelque chose. Et je crois que la France est en train de les organiser et les mettre en mission. Et c'est pourquoi le cas du Bénin, je dis, ils se sont imposés. Maintenant, Patrice Talon, contre le gré de la population béninoise, va accepter que l'armée française s'installe avec tous les moyens et avec tout le logistique pour que, en cas de besoin, ils puissent s'attaquer au pays de l'AES. Et je crois que l'état d'urgence se prépare dans ce dispositif. Ben, Oui. État d'urgence sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est vraiment un problème. Je vous connais les liens que vous avez avec les textes. D'abord, c'est un problème en soi, sur le plan sécuritaire, sur le plan même exécution de ça, parce que nous, en Afrique de l'Ouest, il y a des blocs quand même qui s'affrontent, même si ça ne se dit pas, il y a une sorte de guerre froide entre les deux blocs. Et dire que les pays de la CEDEAO veulent lutter contre les coups d'État en Afrique de l'Ouest, au même moment, certains pays de la CEDEAO entretiennent des gens. Par exemple, beaucoup qui ont fui le Mali trouvent refuge à Abidjan. On a même vu quelqu'un qui s'est autoproclamé président du Mali étant à Abidjan. Donc, les mêmes pays de la CEDEAO qui travaillent pour déstabiliser les pays de l'Est essaient de se protéger. Oui, il s'agit de protéger les dirigeants de la CEDEAO au service de la France. C'est de la fanfaronnade. État d'urgence, ça suppose d'avoir les moyens de ce qu'on demande. Effectivement. L'état d'urgence, toutes les libertés sont réduites dans l'espace où on appelait l'état d'urgence. Ils ont dit en Afrique de l'Ouest, c'est dans l'espace CEDEAO, mais pas chez nous ici. Ensuite, ils ont quels moyens pour imposer l'état d'urgence? Et est-ce que textuellement, je n'ai pas connaissance d'un texte de la CEDEAO qui leur permette de déclarer l'état d'urgence? Oui. Et ils n'en ont pas les moyens, parce que cela veut dire que dans tous les 12 pays de l'AES, de la CEDEAO, les libertés sont réduites au minimum. Les États peuvent prendre les biens des gens pour s'en servir. Il y a autant de restrictions que d'obligations qui incombent aux citoyens. Et donc, est-ce qu'ils ont ces moyens-là? Je crois que c'est un abus de langage de dire état d'urgence. C'est un abus de langage. Juridiquement, ils n'ont rien dit. Maintenant, ils veulent déclarer la guerre contre les coups d'État. Ambalo l'a suffisamment dit. Et ils voulaient mettre en place une force d'intervention rapide pour empêcher des coups d'État dans les pays qui relèvent de la CEDEAO. Ça, c'est autre chose. Mais s'ils se donnent ces droits-là, comme dans le cas de Patrice Talon, ils peuvent avoir affaire à des armées qui sont réfractaires. Et ensuite, chez nous ici, il faut l'exclure. Parce que nous avons une coopération très poussée avec la Russie. Venir ici dire on va prendre d'assaut
un État de l'Afrique de l'AES, c'est déclencher une guerre mondiale. Enfin, pas déclencher, c'est eux-mêmes se foutre dans le, je m'excuse du terme, dans le trou. Parce que jamais la France n'osera affronter sur le terrain de la guerre les éléments de la Russie. Jamais. Et les 3 pays de l'AES aujourd'hui sont en mesure de faire face individuellement à chacun de ces. Mais même certains pays réunis ne peuvent pas battre peut-être. Et je ne crois pas que, selon les positions diplomatiques de certains, le Ghana puisse se lier à ce genre de choses. Je ne crois pas que même la Sierra Leone, parce qu'on a cité la Sierra Leone. La Sierra Leone n'a pas d'armée. Bon, c'est une armée très faible. Quand ils disent qu'un contingent de la Sierra Leone est venu s'allier pour aller à ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est du bluff. C'est de la fanfaronnade. Bon, aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut décompresser. Il faut être réaliste. Voilà. L'AES a montré ses muscles pour ne pas avoir à les utiliser. Dans cette confrontation, pour cet incident-là, ils ont montré leur force. C'est pourquoi ici, sans vous couper, j'avais essayé de prendre un peu les différentes superficies, essayer de voir un peu, parce que ça mesure un peu la capacité d'intervention de l'AES, parce que quand vous allez prendre les 3 pays de l'AES, ils font 2 782 461 km². Et pour une population de 110 millions, ça c'est le recensement en tout cas officiel, je sais que c'est une population à près de 150 millions d'habitants. Et quand vous allez prendre ça, vous allez trouver que les 60 à 70% de la population sont des jeunes. Ça veut dire des gens qui sont prêts, qui peuvent être enrôlés, qui peuvent devenir des volontaires pour défendre leur patrie. Donc déjà, avec un état d'esprit aujourd'hui de défense de patrie, quels que soient les dispositifs, et ça, c'est contraire. En Côte d'Ivoire, tu ne vas pas trouver un jeune qui est prêt comme un jeune de l'AES à aller se battre sur le front. Hein. Vous allez partir dans d'autres pays, au Nigeria, aujourd'hui, qui sont asphyxiés par Boko Haram. Vous n'allez pas trouver. Non, il faut même exclure le Nigeria. Pourquoi? Parce que c'est un État fédéral. Et surtout, il y a une particularité souvent religieuse, souvent ethnique au Nigeria, entre les gens du nord, du sud. Et il faut prendre aussi en compte la guerre de Biafra qu'il y a. Il y a encore certaines plaies qui ne sont pas bien cicatrisées. Il y en a plein pour dire un peu seulement que les pays... Et même le veto du Parlement. Oui. Un peu pour dire qu'aujourd'hui, l'AES est mieux dans le dispositif, mieux organisé avec un espace aussi grand. Absolument. Pour installer n'importe quel type d'armement pour défendre le territoire, nous disposons de cet espace. Et nous disposons aussi de la main d'œuvre, en tout cas de la disponibilité aujourd'hui de la jeunesse pour s'enrôler et aller défendre sur les fronts. Donc aujourd'hui, la CEDEAO ne dispose pas de ce dispositif. C'est pourquoi je dis, en tout cas, toutes mes analyses pensent vers la France qui veut se faire couvrir par les vestes de la CEDEAO et vouloir tenter. Et je sais qu'ils vont penser à cette coopération que l'AES a avec la Russie. Oui. Et ils ne prendront pas le risque, en tout cas quelque part. Mais rappelle-toi simplement, la dernière séance du Conseil de sécurité, c'était sur la sécurité dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Le point fondamental qui a été mis en exergue, c'est l'application de l'article 27-17 ou de 17-27, quelque chose comme ça, qui concerne le financement d'une force étrangère. Est-ce qu'ils l'ont encore eu? Ils ont tous réclamé, et le président de la CEDEAO et le secrétaire exécutif Oumarou Kouala, Touré. Le président de la commission. Voilà, Touré, le président de la commission. Ils ont tous demandé la mise en application de cet article pour qu'il puisse être financé. De ce jour à aujourd'hui, ils ont eu quoi pour être financés? Pour venir déclarer l'état d'urgence. Non, c'est de la fanfaronnade. Ok, de la fanfaronnade. Mais s'il ne faudrait pas, là où on voit surtout la main d'Emmanuel Macron, parce que vous avez beaucoup fait allusion à cette France. Emmanuel Macron qui pense être peut-être le chef de toute l'Europe,
Parce que nous allons rappeler, l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Non. Et quand il porte cette casquette de chef de guerre en Ukraine, et même essayer même de s'opposer à Donald Trump, essayer de généraliser, d'européaniser un peu cette situation, c'est-à-dire aller au-delà de l'espace de l'Union européenne. Est-ce que nous n'avons pas le même cas de figure aujourd'hui avec ces enfants, c'est-à-dire les dirigeants de la CEDEAO, qui essaient aussi de prendre en compte toute l'Afrique de l'Ouest. Or, toute l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie de la CEDEAO, tout comme l'Ukraine, la Géorgie, certains pays ne font pas partie de l'Europe que Emmanuel Macron veut considérer tout simplement comme des pays de l'Union européenne. Oui, bon, tu sais, aujourd'hui, Emmanuel Macron, je crois qu'il y a beaucoup de notions qui le manquent, hein, dans la compréhension de la géopolitique et de la stratégie géographique aujourd'hui des différents pays. Parce que l'Ukraine qu'il prend à bras le corps, l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Oui. Et encore moins un pays membre de l'OTAN. Oui. Donc c'est une grosse erreur qu'ils ont essayé, mais je crois qu'aujourd'hui ils sont en train de payer. C'est pourquoi son chef d'état-major a demandé aux maires de s'attendre à ce que les petits Français puissent mourir. Mais c'est à peu près le même dispositif qu'ils veulent faire ici, par la CEDEAO, et les pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO, les obliger à être des pays de l'Afrique de l'Ouest et par ailleurs donner la gestion politique et spatiale des populations de l'Afrique de l'Ouest à la CEDEAO. Comme si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans ces trois pays sont en train d'œuvrer indépendamment de leur population. C'est-à-dire c'est cet état d'esprit qu'ils sont en train de donner. Et ils veulent donner cette explication pour dire que nos chefs d'État que nous avons aujourd'hui, qui sont qualifiés d'armées à la tête de ces pays, ne sont pas en phase ou en collaboration avec les populations et n'agissent pas aux besoins et pour le compte de nos populations. Et par ailleurs, quand ils ne le font pas, la France se donne certainement, je ne sais pas, peut-être que Coulibaly sera mieux placé pour expliquer cela, dans des relations, dans des droits de relations internationales, se doter de ce droit à aller protéger des peuples en détresse. Okay. Et je crains fort que des dispositifs comme ça ne soient pas dans leur plan, alors qu'aujourd'hui, tu prends les Burkinabés, tu prends les Maliens et les Nigériens, nous sommes en phase avec ceux qui sont au pouvoir. Oui. Et tous ceux qui sont en train de le faire, c'est à la demande des populations de ces différents pays. Et c'est là où ils ont encore ce problème. Parce que du cas de l'Ukraine était derrière le président qui a été soutenu par l'Europe, qui a été soutenu par la France pour les amener en guerre et se faire protéger. Mais dans ce dispositif, on n'est pas dans ce dispositif. Ici, les populations sont avec ces présidents qui ne veulent pas ou qui ne sont plus de la CEDEAO. Oui. Ces populations disent on n'est plus membre de la CEDEAO depuis que la CEDEAO a décidé de nous affamer et de nous créer tous les malheurs dans cet espace. On n'est plus d'accord avec eux. On ne veut pas de leur participation, on ne veut pas de leur collaboration. Nous-mêmes, désormais, nous allons prendre le destin de nos pays en main. Donc, ça va être très difficile pour la France de pouvoir trouver certainement un lien à pouvoir intervenir dans ces pays-là. Merci, nous abordons la dernière question de la présente émission. Doyen, nous revenons vers vous. Nous avons assisté à la signature de 12 accords entre le Maroc et le Burkina Faso. Des accords un peu dans tous les domaines, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, de la protection civile, formation professionnelle, stage, permis de conduire entre les deux pays. Des accords très bénéfiques pour les deux pays. D'ailleurs, c'était lors de la 5e session de la commission mixte des deux pays. Donc, au vu de tous ces accords, et cela ne doit pas envier, parce que nous voyons généralement Alger qui s'érige en adversaire géopolitique du Maroc, essayer de faire tout le contraire. Nous avons même entendu certains à un moment dire « Ah, Alger vous reproche d'avoir collaboré avec le Maroc ». Je dis non, nous n'appartenons pas à l'Algérie. Nous ne sommes pas une province algérienne. Nous sommes libres. Les choix nos choix stratégiques sont à respecter. Est-ce que si Alger veut réellement concurrencer le Maroc, mieux vaut ne pas proposer des projets solides, si nous savons d'ailleurs qu'Alger avait bénéficié de la prospection, c'est-à-dire recherche des ressources stratégiques du nord du Mali.
notamment la société algérienne Sonatrach, leur société de pétrole, est-ce que l'Algérie n'a pas intérêt à proposer un partenariat économique, à proposer des choses solides, que de continuer de nous envoyer des terroristes du GNIM, des terroristes de l'État islamique, des terroristes du FLA, tous ces terroristes-là, et au même moment essayer de se comparer au Maroc. Mais c'est quand même paradoxal, doyen. Je voudrais te dire une chose. Il est plus facile de trouver, difficile de trouver un point où l'Algérie ne s'oppose pas au Maroc que de trouver des points où ils sont opposés. Je ne vois pas un seul point, que ce soit en matière sportive, que ce soit en matière militaire, que ce soit en matière scolaire et intellectuelle ou tout, sur tous les points, ils sont opposés. J'en veux pour preuve le 11 décembre dernier, il y a une robe là que portent les Marocains, les femmes marocaines, une robe qui a été inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO. Même sur ce terrain, ils se sont combattus parce que l'Algérie aussi avait introduit son truc pour kaftan ou quelque chose comme ça qu'ils appellent la robe là. Ils se sont battus sur ce point. Est-ce que tu t'imagines de quoi il s'agit? Pour vous appuyer un peu, il n'y a pas longtemps aussi, c'était autour du couscous. Bon, alors même si c'est autour des débris d'hommes ou de la chire, ils vont se battre. Donc, pensez que ce que nous faisons avec le Maroc, est-ce qu'ils ne vont pas essayer d'en faire de même? Non, ils sont à l'opposé, parce que pour eux, nous sommes avec le Maroc. Je vous ai dit une chose ici, je m'en excuse, c'est une réflexion que Barack Obama avait dit dans son livre « Une terre promise ». L'arabe n'est pas enclin à la négociation. Et surtout dans le cas de l'Algérie où ils ont fait preuve de force, ils se sont imposés dans notre espace, ils avaient pratiquement tout eu, et d'un coup, ils se retrouvent par terre, tout leur échappe. Tu vas leur demander de venir négocier quoi? Ils ne retrouveront jamais ce qu'ils avaient obtenu. Et ils vont toujours passer par les mêmes proxys pour essayer. C'est la même chose que pour Macron. Moi, je ne sais pas, je suis peut-être un peu naïf, mais si au début de la crise avec la France, Macron était venu voir nos autorités actuelles pour leur dire, bon, écoutez, nous savons que notre coopération bat de l'aile. Il y a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, nous voudrons vous voir pour qu'on s'assoie, pour qu'on fasse des propositions pour améliorer. Faites-nous des propositions, on va essayer de s'entendre pour que nos relations économiques puissent continuer. Je suis sûr qu'on n'aurait pas tant voulu. S'ils avaient laissé tomber, ils ont pensé qu'avec les djihadistes et autres, ils sont habitués à ça, ils vont en faire un moyen de pression pour continuer à avoir les mêmes avantages chez nous. Alors qu'il aurait suffi, ils n'auront jamais les mêmes avantages. Il faut être réaliste. Et Macron lui-même le dit. Moi, ce type-là, on dit qu'il est intelligent, mais s'il est intelligent, c'est que moi, je suis Einstein. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ce type s'entête à vouloir utiliser les proxys au lieu de prendre simplement le chemin de l'humilité, de venir voir, bon, est-ce qu'on peut s'entendre? C'est dû à son éducation. Oui, c'est ça. Ben, éducation rime aussi avec l'intelligence aussi. Oui, bon. Peut-être l'intelligence classique. Et sur le plan... Si tu es bien éduqué, voilà. Tu dois être... L'intelligence, c'est d'appliquer cette éducation. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez lui. Donc, il ne faut pas espérer. L'Algérie est installée dans un système de rapport de force. C'est leur viatique, c'est leur motus operandi. Il faut qu'ils installent un rapport de force où ils peuvent tirer comme la France le fait. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils changent. Ils vont se voir perdre. Et plus ils vont perdre, plus ils vont se fâcher. Mais le jour où ils vont revenir, comme ils l'ont dit, Mohamed Attaf a essayé de dire on tend la main. C'était tellement maladroit que ça en est devenu une insulte. Moi, j'apprécie la réponse de nos autorités. Ils n'ont pas répondu. Ne pas répondre, c'est faire preuve de mépris. Ils n'ont rien dit.
En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne crois pas qu'ils aient dit quelque chose. Ok. Donc. Oui, ils n'ont pas répondu. Sinon, quand le ministre des Affaires étrangères fait une demande publique, la réponse généralement elle est publique aussi. Donc publiquement, nous n'avons pas répondu. Si même nous avons répondu peut-être dans les coulisses, ça revient à ce que vous aviez dit. Professeur Touré, Alger, Maroc, les pays de l'AES. Comme Koulibaly l'a dit, voilà deux pays qui ne peuvent pas se retrouver sur un même espace. Ce n'est pas possible. Parce que leur mode d'entretien, même des relations avec d'autres pays, ne sont pas les mêmes. Parce que l'Algérie, elle est vraiment arrogante dans la gestion de ses rapports avec ses voisins. Et l'Algérie passe toujours par le rapport de force pour imposer sa volonté politique dans les pays voisins. Même le Maroc a subi cette influence de l'Algérie en voulant l'obliger par le Sahara occidental. Mais sauf qu'ils se sont affrontés à un pays déterminé à leur faire face. Et aujourd'hui, le Maroc est en train de se retrouver. Et le Maroc, dans la culture même, dans la culture et l'éducation dont on parle tout de suite, comme Koulibaly l'a dit, parce que l'éducation doit se retrouver dans l'intelligence de l'individu, dans ses rapports avec les autres. Le Maroc et l'Algérie, ils n'ont pas les mêmes. Ils ont une différence de civilisation, même quand ils sont tous des Arabes. Parce que le Maroc a connu beaucoup plus le rapprochement et le respect à l'égard des peuples noirs que l'Algérie, qui a toujours vu les peuples noirs comme étant des peuples esclaves. Donc il y a cet esprit, il y a cette mentalité qui crée la différence. Ensuite, le Maroc, c'est une royauté. Donc ils ont de la valeur pour l'aristocratie, pour la gestion de la terre et du respect pour la responsabilité des autorités au niveau local. Le Maroc a beaucoup de respect pour nos chefs au niveau local. Parce que chez eux, c'est la royauté. Alors qu'au Maroc, à l'Algérie, c'est une junte qui dirige le Maroc. Ce sont des généraux qui dirigent l'Algérie. Et ces généraux, ils sont aussi des mafieux. Et ils gèrent le pouvoir algérien en fonction de leurs désirs et des rentrées qu'ils veulent. Donc, c'est dire que ces deux pays n'ont même pas les mêmes éducations. Donc, venir en contact avec d'autres pays, et encore plus avec des pays aujourd'hui qui cherchent à s'affirmer, comme les pays de l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali, qui ont besoin aujourd'hui des pays qui les respectent et qui considèrent leur position, le Maroc a plus d'avantages que l'Algérie, qui est très arrogante, qui est un pays colonisateur, qui est un pays d'esclavagisme, puisse accepter que ces pays africains, qu'ils pensent être des poussins pour eux, qu'ils puissent les respecter. Il va toujours aller dans l'arrogance. Et aujourd'hui, le Maroc collabore avec ces trois pays dans des secteurs vitaux. Dans le secteur de la banque, le Maroc a beaucoup investi avec ces trois pays. Dans le secteur de la télécommunication, le Maroc a investi. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a même l'impression qu'on avait plus de rapports avec l'Algérie que le Maroc, alors qu'économiquement, on est plus mieux organisé avec le Maroc que l'Algérie. Or, nous avons une frontière terrestre avec l'Algérie. Alors que nous avons une frontière terrestre avec l'Algérie. Parce que l'Algérie ne nous considère pas comme un pays, comme on appelle, avec lequel il faut discuter d'une gestion et des respects de pays à pays. L'intervention de l'Algérie au Mali et au Niger surtout, avec lesquels il a les frontières terrestres directes, c'est une intervention de maître à esclave. Et aujourd'hui, nous avons des pays qui viennent intervenir en respectant la souveraineté de ces trois pays. Donc l'Algérie aujourd'hui doit plutôt aller à l'école du Maroc, à se former, alors que l'Algérie ne va jamais aller vers le même système de diplomatie que le Maroc, parce que tout simplement, l'Algérie va vouloir s'éclater que de faire comme le Maroc. Donc aujourd'hui, ce que nous allons dire, c'est demander à ces pays de l'AES de renforcer leur coopération avec le Maroc. Parce que déjà, dans le dispositif de développement aujourd'hui, le Maroc vient dans le cadre des services, alors que l'Algérie vient dans le cadre de l'exploitation de nos ressources minières.
Nous offrons des services au Maroc et vice-versa. Mais l'Algérie, c'est dans le cadre de l'exploitation de nos ressources minières et c'est ce partenariat qu'ils veulent avoir. En plus de créer une zone de turbulence dans nos deux pays, le Mali et le Niger, qu'ils entretiennent, pour nous empêcher d'avoir une mainmise sur la gestion de ces espaces. Et aujourd'hui, nos autorités sont en train d'occuper ces espaces et on dit que le vide, comme on appelle l'espace à horaire du vide, aujourd'hui, nos autorités sont en train d'occuper ces espaces et progressivement, le Maroc va aller vers là-bas parce que le Maroc, même dans ses rapports avec ces trois pays-là, tient compte du rapport social et tient compte du respect de l'autorité au niveau de ces trois pays. Et respecte. Et aujourd'hui, vous avez vu, même avec Ibeka lors de son investiture, c'était le roi du Maroc qui était l'invité d'honneur. Pas l'Algérie, pas la France. Et c'est pourquoi Ibeka, dans son premier mandat, a commencé à avoir des problèmes. Ah oui. Donc, il faut que l'on comprenne qu'aujourd'hui, l'Algérie, en tout cas jusqu'aujourd'hui, n'est pas dans le dispositif de collaborer avec le Mali et le Niger en termes humains, en termes d'égalité, mais ils vont toujours voir la dominance de l'Algérie sur ces États à pouvoir gérer, alors que le Maroc est là pour nous proposer les meilleurs services, les meilleures rentrées et les meilleurs dispositifs d'organisation sociale pour que notre pays soit pour nous. Parce qu'au Maroc, ils ont de la valeur pour l'appartenance terrienne. Comme je l'ai dit, c'est une royauté. Ok. Nous arrivons au terme de cette émission. Votre mot pour sortir de l'émission? Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que nous disons tout le temps, nous sommes en période de vague. Nous sommes au creux de la vague. Il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on fasse confiance. Comme je l'ai dit, il y a un des turiféraires de la démocratie. Moi, j'avais dit ici, la démocratie, c'est le moins mauvais. Mais ça ne veut pas dire que c'est la panacée. Ça veut dire que la démocratie aussi a ses inconvénients. Beaucoup sont en train de crier démocratie. Même l'autre jour, je discutais avec un ami qui parlait des élections. La démocratie, ce n'est pas les élections. Les élections ne sont qu'un aboutissement. Et les élections, il y a un tas de choses qui doivent être mises en œuvre. Ce que les gens refusaient de voir, c'est que les pouvoirs en place dits démocratiques sont en train de dévoyer les règles pour s'assurer des mandats successifs. Et ça, il y en a un qui a fini par l'admettre, comme je l'ai dit, où il a fait un document qui aurait pu être intéressant. S'il l'avait fait étant au Mali ici, on aurait pu en discuter. Mais il va dans un pays où le président est accusé de faire un 4e mandat pour ensuite s'en prendre. Il a soutenu ce président et il vient s'en prendre à ce système de mandat répété. C'est une incohérence. C'est une incohérence. Et encore que il nous fait aller de Caraïbes en Silla parce que un dispositif contre les coups d'État constitutionnels gérés par la CEDEAO, c'est géré par la France. On ne s'en sort pas. Okay. Et donc, il nous faut l'appui de tout le monde. Il faut que les Maliens sachent que nous sommes au creux de la vague. On n'a pas remonté encore la pente. Il faut qu'on puisse continuer à soutenir les autorités. C'est vrai, tout n'est pas rose. C'est vrai, tout ne sera pas toujours comme on veut. Chacun a des idées. Mais moi, ce que je pense, nous sommes des gens, modestement, nous avons une certaine écoute. Nous avons suivi, on est férus d'informations, on les a suivis. Maintenant, on vient s'asseoir, on fait des recoupements, on donne des petites idées, mais nous pouvons partir sur une idée. Ça ne veut pas dire que l'État malien ou les autorités maliennes doivent fondamentalement faire ce que nous demandons. Il faut absolument éviter de se mettre en tête que quand nous on dit une chose, il faut que ce soit fait. Ça, il faut laisser les marges de manœuvre. Et comme on l'avait dit, et je crois on était en discussion sur ce que les autorités pouvaient faire tout de suite là. Je crois que j'avais dit il faut les laisser. S'ils ne le font pas, c'est que peut-être ils ne jugent pas opportun, ils en savent plus que nous. Ou bien ils sont en train de retarder. C'est autant, les propositions peuvent être entendues, je pense. Voilà. Merci beaucoup, doyen.
Professeur Touré. Ok, merci. Avant de finir, j'ai une pensée profonde à la population du Bénin, aujourd'hui qui se trouve obligée de vivre dans une situation qui, je sais, à l'avenir, s'ils ne se lèvent pas pour se battre, va priver leurs enfants et leurs petits-enfants d'être des Béninois de souche, ou en tout cas terriens, sur l'appartenance des terres, parce qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas géré par les Béninois. Et je crois que la société civile béninoise prendra toutes les dispositions pour que vraiment leur pays puisse revenir aux enfants. Et ensuite, une pensée à nos soldats qui sont en train de se battre sur tous les fronts et qui sont en train de faire en sorte que la population puisse vivre, et à l'espace AES, aux autres pays, le Burkina et le Niger, qui sont en train de coordonner entre eux. Et je crois que cet exercice de l'avion du Nigeria a pu donner vraiment une leçon et a pu montrer aux trois pays de l'AES qu'ils ont intérêt à continuer à être ensemble, à se faire confiance, à travailler ensemble et à prendre des décisions ensemble. Parce que la CEDEAO, sous le couvert de la France, est toujours en train de guetter et chercher des failles pour créer le désordre, créer la déstabilisation au niveau de ces trois pays. Mais en tout cas, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que ces chefs d'État aujourd'hui qui ne veulent plus de la CEDEAO ou de la France chez nous, ce sont les populations qui sont déterminées. Et s'ils viennent ici, ils auront même nos femmes et nos enfants face à eux, ils vont les marcher dessus, éliminer toujours pour avoir la même mise désormais sur ces trois pays de l'AES. Merci. Il me fait rappeler quelque chose, Avoir une pensée émue pour un de mes frères en Jésus, le frère Wilfried Junior, qui est un grand admirateur de Diawara. Je les ai même mis en contact, qui vient de perdre sa femme. Les obsèques n'ont pas encore eu lieu. Vraiment, j'ai une pensée émue pour lui. À cet âge-là, perdre sa femme, c'est perdre ses membres. Ah oui. Voilà. Donc, nos condoléances les plus attristées à la famille. Voilà. Sur ce, peuple d'Afrique, nous vous remercions. Vous avez été nombreux à nous suivre et nous espérons que vous serez là également la semaine prochaine, même émission, toujours Parole aux Africains. Sans doute, nous allons changer de thème. Ça dépend du contexte. Et quant à nous, mes invités et moi, nous l'avions dit, c'est le vendredi prochain. Mais d'ici là, Gandhi Malien TV, Africain TV, d'autres programmes continuent, d'autres programmes vont suivre. Donc restez connectés. Portez-vous bien, surtout prudence. Merci.